Bienvenue sous les jupes des romances, le podcast décomplexé sur le genre littéraire de la romance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te donne tous les conseils pour écrire un héros de romance totalement loupé et de qui aucune héroïne ne devrait jamais tomber amoureuse. T'as de beaux yeux, tu sais. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Il dépendra donc jamais celui-là? Qui est vraiment le héros de romance ? Quand on écrit une romance, on se focalise sur les protagonistes et pour cause, ce sont eux qui portent toute l'histoire. On a aussi tendance à reproduire des schémas qui ont pu plaire à une époque ou bien qui continuent de séduire un lectorat enfermé dans des stéréotypes qu'on a longtemps cru sexy et qui pourtant sont surtout déplorables. Bien sûr, il s'agit d'un épisode que j'ai enregistré avec mon biais. Mes convictions et mes valeurs, principalement féministes, participent au contenu de cette analyse. Je prône l'importance d'écrire une romance engagée, respectueuse des femmes et réaliste concernant les personnalités des protagonistes. Je ne prétends pas du tout être objective, je n'ai d'ailleurs pas envie de l'être. Tu t'aventures donc à écouter la suite en sachant tout cela. Et si tu poursuis, déjà, merci, mais aussi bienvenue dans les 5 plus grosses erreurs qui permettent de totalement louper son héros de romance. On va d'abord parler du héros de romance viril, muy macho. Je dois commencer par t'expliquer pourquoi j'ai un souci avec le concept même de virilité. Je suis loin d'être la seule et c'est un point qui m'interpelle de plus en plus. Dans la vie bien sûr, mais surtout dans mon travail. J'ai longtemps cru qu'un héros de romance devait être viril pour être sexy. Je n'ai pas honte de l'avouer parce que comme beaucoup, j'ai été, et malheureusement je le suis encore de temps en temps, victime du système et de ses croyances qui sont ancrées en nous. Les concepts associés à la virilité sont la force, la puissance sexuelle et toutes sortes de traits qu'on attribue aux hommes. Oui, même la pilosité. À l'inverse, un homme ne doit donc pas être faible, sexuellement inactif et surtout, il ne doit pas adopter ce qui constitue, par opposition, la féminité. Les filles, c'est bien connu, ça pleure, ça chouine, c'est faible, ça a besoin d'être défendu, ce sont des demoiselles en détresse et elles prennent surtout soin des autres parce qu'elles ont des sentiments. Je pense notamment au fameux type de héros qui est vraiment récurrent dans la romance et je parle du queutard, du coureur de jupons. Il va enchaîner les conquêtes sans leur accorder plus que le temps d'une baise. Alors que l'héroïne de la même histoire, elle fait l'amour. Elle accorde ses faveurs sexuelles seulement si elle est amoureuse. Tu comprends bien le problème ici. On va enfermer les protagonistes chacun dans des stéréotypes de genre. Du coup, un homme qui exprime des sentiments, qui attend d'être amoureux pour avoir des relations sexuelles et qui ose pleurer sans se planquer, n'est plus assez viril. Il en découle une multitude de héros de romance qui sont calqués sur le même schéma. En perpétuant ces stéréotypes, on participe à leur pérennité dans un monde où le sexisme est déjà bien trop intégré. Comme je l'ai déjà dit dans un autre épisode, je préfère envisager la romance comme une romance 2.0, celle qui refuse de se plier aux dictats patriarcaux de notre société. Et je suis toujours aussi convaincue qu'on doit arrêter de stigmatiser les protagonistes des romances. Je suis également convaincue qu'on se trompe en continuant à écrire des héros de romance dits virils. Ce n'est pas leur pilosité ou le temps qu'ils mettent à éjaculer qui fait d'eux des héros de qui on a envie de tomber amoureuse. Non, c'est leur charisme. Et bien sûr, le charisme est plus compliqué à écrire, plus délicat aussi. Mais quand on se donne la peine de travailler à fond la psychologie de son héros de romance, la récompense est le résultat obtenu. Et le résultat, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce héros de qui on a vraiment envie de tomber amoureuse. Pas ce type de qui on se dit « Oh là là, il est si sexy », mais pas dans la vraie vie, hein, ça j'en voudrais pas. Oui, je sais, la fiction, c'est pas la réalité, etc. Mais pour autant, ne serait-il pas terriblement intéressant de lire des protagonistes vraisemblables qui vendent du rêve sain et s'apportent mutuellement plus qu'une passion sexuelle passagère ? Cela dit, si tu veux t'assurer de louper ton héros de romance, alors je t'invite à lui attribuer tous les traits virils, entre guillemets, que le Larousse ou Wiktionary pourront te fournir. On passe au cas du sociopathe et du manipulateur. Petite définition du sociopathe. Personne souffrant d'un trouble de la personnalité, trouble souvent caractérisé par une tendance générale à l'indifférence vis-à-vis des normes sociales et aux codes culturels, ainsi qu'aux émotions et aux droits des autres, et par un comportement impulsif mais pas forcément violent. Fin de définition. Ce mec qui a l'air de se foutre de tout, qui essaye de contrôler ce que fait l'héroïne, ne réagit pas quand il déconne et adopte un comportement marginal,
Non, il n'est pas sexy. On croise cependant beaucoup de héros construits sur ce modèle, jamais à 100%, d'accord, mais toujours assez pour que ça me mette mal à l'aise. Par exemple, j'avais démarré la lecture d'une romance dans laquelle l'héroïne, venant de rencontrer le héros, et pour une raison que j'ai complètement oubliée, tombe en crise de panique. Là, le héros lui dit de se calmer, sans aucune empathie. Elle panique toujours à fond, lui, il veut juste qu'elle la boucle. Que fait-il? N'écoutant que son courage de mâle dominant, il lui met son poing dans la figure. Et elle tombe dans les pommes. Ça, c'est une romance écrite par une autrice française, publiée par une maison d'édition française. J'ai dû relire le passage 3 fois, parce que je ne croyais tout simplement pas ce que j'étais en train de lire. Je me disais, attends, il y a un problème, une coquille, quelque chose. J'ai même vérifié que le prénom de l'agresseur, parce que oui, pour moi, il est un agresseur et pas un héros de romance, était celui mentionné sur la 4e de couverture comme étant le protagoniste. J'avais entre les mains un livre publié par une maison d'édition française ayant pignon sur rue dans le domaine de la romance. Ce qui signifie qu'une équipe éditoriale, comprenant au minimum une éditrice et une correctrice, a validé ce texte. Personne ne s'est dit, a priori, que ce type était un sociopathe, alors qu'il en a pourtant pas mal de traits. Est-il aussi nécessaire de rappeler que dans un autre genre, mais tout aussi puant, Christian Grey, le héros de 50 nuances de Grey, est un manipulateur né. Il commence par faire signer un contrat à l'héroïne, parce que, voilà, c'est comme ça, les contrats a priori c'est sexy, et même si elle ne le signera, il me semble, jamais, n'empêche que le gars démarre par ça. Puis, il choisit les fringues de l'héroïne, ce qu'elle mange, ce qu'elle a le droit de faire ou non, selon si elle a bien mangé d'ailleurs, ça peut être une récompense ou une punition. Il la traque via le GPS de son portable sans son accord, il la suit, il veut contrôler absolument tout ce qui compose sa vie. Et elle, elle trouve ça adorablement attentionné. Pardon, mais juste, en fait, non. Et pourtant, combien de femmes ont lu cette trilogie et sont tombées sous le charme de Cricri? Trop. Beaucoup trop. Mais si tu veux réussir à rater ton héros de romance, alors fais de lui un sociopathe doublé d'un manipulateur et ce sera sûrement le jackpot. D'un autre côté, c'est pas sa faute au héros s'il est comme ça. Et dans la suite directe de Christian Grey et de bien d'autres du même genre, il y a une explication à son attitude. Parce que bien sûr, en vrai, c'est un tout petit nounours innocent. Ce n'est pas sa faute, il a vécu un traumatisme. Souvent quand il était enfant d'ailleurs. Parce que c'est plus attendrissant de nous parler d'une version petit garçon du héros de romance. Ça réveille sûrement l'instinct maternel des lectrices. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça justifie les actions présentes de ce type qui est malsain et toxique. Et combien de fois ai-je lu qu'un héros de romance était un connard avec les femmes parce que... Et ben là, tu peux compléter par n'importe quel traumatisme. Il a été incesté, il a été torturé, il a été harcelé, il a été trompé... Non, plus chez le petit bonhomme de 5 ans du coup, la tromperie. Enfin bref, tout comme ce cher vicomte de Valmont dans Les Liaisons dangereuses, ce n'est pas sa faute. Mettre sur le dos d'un traumatisme qu'on dégaine comme un lapin du chapeau me semble un peu tomber dans la facilité. On veut écrire un héros détestable, mais on veut quand même écrire une romance. Alors hop, petit tour de passe-passe, on va faire en sorte qu'il soit lavé de tous ses péchés en lui donnant un passé sombre. Si sombre qu'il n'est pas souvent en mesure de l'évoquer. Le pauvre, c'est dur pour lui d'en parler. Et l'héroïne apprend généralement par une tierce personne ce qui torture autant l'objet de son intérêt. Là, on claque des doigts et tout est pardonné. Comme si le fait d'avoir soi-même été maltraité était une justification suffisante pour à son tour traiter les autres comme de la merde. Il n'y a qu'à voir encore une fois comment Valmont dégage Madame de Tourvel de sa vie après l'avoir complètement manipulée. Mais oui, mais le pauvre, lui-même il avait été manipulé par la marquise de Merteuil, donc... Alors ok, je m'égare parce que Les Liaisons dangereuses, ce n'est pas une romance, mais on se comprend. Ainsi, Cricri a été victime d'un énorme drame lorsqu'il était tout petit. Et sûrement que le mec qui a filé une droite à cette pauvre héroïne en panique a eu aussi un passé complètement torturé. Car il faut absolument que la lectrice pardonne au héros violent, manipulateur, infidèle et menteur. Alors qu'il serait tellement plus intéressant de donner à son héros de romance une attitude borderline, mais qu'il en assume les conséquences. Ça impliquerait de ne pas tomber dans le bon vieux schéma des excuses toutes trouvées, c'est sûr. Et je dis ça uniquement si tu veux vraiment faire agir ton héros comme un connard, il faut pas aller trop loin, à mon avis. Et il faut que ce soit une vraie justification. Ceci étant dit, si tu souhaites bien planter ton héros, n'hésite pas à faire en sorte que rien de ce qu'il dit ou fait ne soit de sa faute. Après tout, la justice française fonctionne de cette façon face aux agresseurs et aux criminels responsables de féminicide, alors moi je dis, pourquoi s'embêter? Du coup, ça sera parfaitement réaliste. Et puis de toute façon, on est bien d'accord que dans la majorité des cas, lorsque le héros de romance se comporte mal, c'est surtout avec les autres. Et quand je dis les autres femmes, bien sûr.
Aussi, même s'il se comporte mal de manière générale vis-à-vis des femmes, il respecte l'héroïne. Et encore une fois, grâce à ça, on lui pardonne. Tous ces héros qui se rangent, entre guillemets, une fois qu'ils ont trouvé la bonne et qui deviennent des amours pour elle, pourraient former un club. Ce serait sûrement le club le plus fréquenté au monde, parce que ce type de héros ne date pas d'hier. Le fait qu'ils ne se mettent à respecter qu'une femme ne pose visiblement de problème à personne. On pourrait penser que le gars a une épiphanie tellement fulgurante qu'il se lance dans un processus de mea culpa. On pourrait, mais on se planterait parce que ce n'est pas de cette façon que ce type de personnage est traité. Il paraît qu'il est important que la lectrice se dise, tout comme l'héroïne, que ce serait merveilleux qu'elle rencontre cet homme qui oublie tous ses vices pour elle et uniquement pour elle, qu'elle soit la seule capable de le faire changer et de le ramener à la raison, l'unique pour laquelle il souhaite arrêter d'être un trou de balle doublé d'un macho invétéré. Pourquoi ? Pourquoi faire croire au lectorat que c'est à ça qu'elles doivent aspirer ? Pourquoi continuer à leur dire « c'est ça qui doit te faire rêver » ? Est-ce qu'on pourrait un instant se rappeler que sans sororité, les femmes n'ont aucune chance de sortir du système patriarcal ? Je suis persuadée qu'à leur petit niveau, les autrices de romance devraient utiliser plus souvent la voix qui leur est donnée pour changer les mentalités. C'est sûrement davantage bankable de jouer sur les acquis malsains de la société. Tout ça a bien sûr tendance à me faire grincer des dents tout en me crispant énormément, c'est pas bon pour ma tension, et pourtant c'est plus courant qu'on voudrait le croire. Ce n'est pas à l'héroïne de faire changer le héros de romance. Ce n'est pas son rôle de l'éduquer. Tout ce qui peut aider quelqu'un à mieux se comporter découle du bon sens pour commencer. Et n'importe qui souhaitant changer a une source intarissable de lecture sur le sujet, ça s'appelle Internet. Mais si tu préfères massacrer ton héros, tu peux toujours faire en sorte qu'il ne change que pour une femme et que celle-ci trouve ça normal. J'ai envie maintenant d'aborder le bad boy. Ah, le bad boy, tout un concept que j'aborderai surtout plus en détail dans un prochain épisode. Mais je me rappelle de la fois où une amie est venue me parler de sa lecture en cours. Elle avait besoin d'évacuer, et je comprends pourquoi, elle en avait gros cire. L'autrice passait son temps à dire « c'est un bad boy » au sujet du héros. Tout le temps. Il fallait absolument que la lectrice imprime cette notion. Mais à côté de ça, en réalité, le mec était fade. Il n'avait aucun charisme, donc tu vois, ça sert le charisme. Il se comportait comme un gros connard. Tu vois, ce n'est pas sexy d'être un gros connard. Et tout s'expliquait parce que le pauvre, il avait eu un passé hyper traumatisant, classique, et du coup, on lui en veut pas. Quelle surprise. Et puis, comme l'héroïne était finalement la seule qu'il respectait, tada, le retour de Lulu, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce héros de romance en papier mâché est un combo de tout ce qui est à proscrire dans une romance, à mon avis, bien sûr. Car encore une fois, ça n'engage que moi, mais je ne suis pas là pour balancer des généralités aussi insipides que ce héros qu'on appellera Robert, parce que je suis là pour être transparente et le politiquement correct ne m'intéresse pas. Et même s'il pourrait m'aider à avoir plus de lectrices, je préfère être fidèle, pas comme Robert, à mes convictions et ne pas tomber dans ce type de héros. Quoi qu'il en soit, si tu veux que ton héros de romance soit de tel ou tel type, rappelle-toi que le dire est facile et même grotesque. Tu dois le montrer. Et c'est valable pour tout ce qui concerne la personnalité des protagonistes, mais aussi des personnages secondaires. C'est le fameux show don't tell, en anglais qui signifie montre, ne dis pas. Tu veux donner de la substance à ton héros, eh bien bosse sur sa personnalité, sa psychologie, la cohérence de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Ne te contente pas de balancer « c'est un bad boy », montre en quoi il l'est. Même si, encore une fois, le concept du bad boy est un vaste sujet, je n'aurais peut-être pas dû prendre ça comme exemple, mais bref, c'est trop tard. En tout cas, tu sais ce qu'il te reste à faire pour complètement passer à côté d'un héros de romance réussi. Dis clairement qu'il est un queutard, un bad boy, un mec pété de pognon, etc., etc., etc. Loin de moi l'idée de faire la morale à qui que ce soit. Chacune écrit ses romances comme elle le souhaite. Mais j'ai à cœur de te montrer qu'il est possible de faire autrement que ce qu'on voit depuis des décennies. Qu'on a ce pouvoir dingue en tant qu'autrice de faire ce qu'on veut. On n'a pas besoin de briser les codes pour ça d'ailleurs. On peut en revanche les faire évoluer, tout comme les mentalités. Il y a 40 ans, les lectrices étaient abreuvées d'histoires harlequins, dans lesquelles le viol était la norme, et d'ailleurs on n'appelait même pas ça du viol, on appelait ça du sexe non consenti. Belle aberration. L'héroïne disait non, le héros insistait, il la prenait de force si besoin, tout en faisant croire que c'était sexy. Aujourd'hui, cette vision de l'amour n'existe heureusement plus, enfin, je mens, si, elle existe encore, mais on se comprend, ça a quand même pas mal évolué, et on sait qu'un agresseur et un violeur ne sont pas attirants, glamour ou que sais-je, ce sont des criminels, point. Et s'il reste encore pas mal d'aspects qu'on peut remodeler, je trouve qu'on a déjà fait pas mal de chemin, et rien que pour ça, il faut prendre le temps de se féliciter, puis de remonter nos manches et de décider que le héros de romance sexy ne se contente pas de tomber dans des facilités malsaines. Il peut être
tellement plus si on y consacre l'énergie nécessaire. C'était Florana et j'espère que cet épisode t'a plu. Cette émission est entièrement autoproduite par mes soins. Retrouve le lien des ressources citées dans la description de l'épisode. Et pour soutenir mon travail, abonne-toi et mets des étoiles lorsque c'est possible. Merci!